Mais je pense qu'il faut apprendre à se servir des machines, mais il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Notre système éducatif n'encourage pas la curiosité aujourd'hui. Je pense que la capacité à résoudre collectivement des problèmes va être essentielle. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Merci de venir sur Sismic, de passer un peu de temps avec moi. Pour commencer, la question habituelle, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et expliquer ce que vous faites ? Ouf, toujours un défi. Je m'appelle donc François Tadei, je suis directeur du centre de recherche alpinaire qu'on appelle le CRI, qui est assez fondamentalement un carrefour de rencontres intéressantes. C'est là où on est en ce moment même. C'est un lieu qui a démarré autour d'une table qui était à peine plus grande que celle qu'il y a dans ma cuisine et qui aujourd'hui fait 7000 m². Donc on a un peu grandi au fil des ans. Et notre mission principale, c'est de contribuer à réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche pour mobiliser l'intelligence collective afin que chacun puisse apprendre à prendre soin de lui, des autres et de la planète. Ok, un beau projet. Donc j'ai créé ce podcast sur l'idée que le monde était en train de changer à une vitesse qui nous dépasse et qu'on a de plus en plus de mal à penser l'avenir, voire même à comprendre vraiment le présent. Donc avant de partir sur ces enjeux d'éducation et d'apprentissage, je voudrais commencer par parler de l'analyse que vous faites de l'époque, de votre grille de lecture. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, de changer, et qu'est-ce qui se joue derrière cette grande accélération selon vous ? Moi, je suis biologiste de l'évolution, donc je pense évolution et même évolvabilité, c'est-à-dire la capacité à évoluer. Et en fait, ce que j'ai pu étudier, c'est que même les bactéries sont capables de faire évoluer leur capacité à évoluer. Lorsque l'environnement change, elles se doivent de changer au moins si vite que l'environnement si elles veulent pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose d'assez universel dans le vivant. Et donc plus un environnement change vite, plus il faut qu'une espèce soit capable de s'adapter. Donc ça nous dit des choses sur l'époque d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les bactéries, elles le font en coopérant et en échangeant de l'information et en faisant coévoluer ces deux capacités simultanément. Donc, et nous, on est en train de faire à peu près la même chose. On a des nouveaux systèmes pour échanger de l'information et on a des capacités à coopérer qui existent depuis la nuit des temps parce que, au moins, pour aller chasser le mammouth, c'est plus facile d'y aller en bande. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a des défis collectifs beaucoup plus importants. Et c'est vrai que je pense qu'il est stressant pour beaucoup de gens, c'est que la vitesse à laquelle croissent les défis est plus rapide que la vitesse à les résoudre. Et donc on voit bien que ça crée du stress et en particulier les jeunes générations se mobilisent à juste titre parce qu'elles considèrent que les décideurs ne prennent pas en compte suffisamment le temps long qui est le temps de leur génération et donc je pense qu'il y a besoin de créer, au-delà de cette prise de conscience dans laquelle il y a une émotion collective qui amène à de l'action collective, ce qu'il faut, c'est quand on peut passer de l'émotion collective à l'action collective en passant par la bêtise collective. C'est pas nécessairement toujours le cas, mais ça peut arriver. On a des exemples historiques de foules qui ont détruit beaucoup plus qu'elles n'ont construit. Donc si on veut faire de l'intelligence collective comme alternative, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence collective, comment est-ce qu'on la prototype localement, comment est-ce qu'on la fait passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut être capable de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, et en particulier comment est-ce que collectivement on répond à ces défis en intégrant toutes les dimensions. Parce que si on répond à un seul des défis, par exemple uniquement au climat, on peut mettre en l'air la biodiversité ou l'alimentation ou faire accroître les inégalités. Et donc les Nations Unies ont défini 17 grands défis, les défis du développement durable, des objectifs de développement durable, dans lesquels il y a bien sûr les problèmes biodiversité et climat, mais aussi les problèmes de santé, d'éducation, de nutrition, de pauvreté, d'inégalité, de ville durable, etc. Et on a donc besoin de réinventer les métiers, on a besoin de réinventer les manières d'apprendre et de travailler tous ensemble. Et je pense que de ce point de vue-là, et on y reviendra peut-être, les systèmes éducatifs ont besoin de se transformer suffisamment vite. Quand je parle de système éducatif, je parle à tous les âges de la vie et donc évidemment aussi de la formation continue parce que les évolutions sont tellement rapides que ceux qui sont employés aujourd'hui vont devoir se transformer avant d'être à la retraite pour la plupart d'entre eux. C'est ça, et puis si je comprends bien, c'est beaucoup dans le processus aussi, dans les processus, dans les systèmes qu'on met en place pour arriver à ces trucs-là. Donc on a d'un côté effectivement un monde qui est en
en plein changement avec des enjeux qui sont énormes et qui sont urgents et qui nous imposent de tout remettre à plat. Et de l'autre, on a ce système politique, on a des institutions, on a un mode de pensée et d'être qui est hérité du XXe siècle. Et les deux se raccordent pas, quoi. Donc, comment on fait concrètement pour essayer d'accorder les deux? Parce que j'ai souvent l'impression qu'on essaie de plier, on a plutôt tendance à essayer de plier la réalité pour la faire rentrer dans nos cases, plutôt que de remettre en question ces cases-là. C'est sur le processus, c'est sur le niveau d'écoute, c'est sur les institutions, d'autres vont nous dire que ça se joue au niveau du politique, au niveau de la technologie, de l'économie, du système des valeurs, des croyances. Où est-ce que ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a une racine et comment on fait pour attaquer un problème systémique comme celui-là? Alors, je vais peut-être faire je pense que l'éducation va jouer un rôle essentiel et il faut que je détaille un petit peu ce que je veux dire par là. Le système éducatif lui-même est hérité du 19e siècle et même du 18e et la Révolution française pour le nôtre, dans lequel je crois qu'au 18e siècle on avait un système exceptionnel. C'est-à-dire qu'on avait un système où on est passé d'une aristocratie à une méritocratie en décidant que se former par la science était probablement une des meilleures manières de mériter, de pouvoir contribuer à penser le monde et la société. Donc ça je pense que c'était hérité des Lumières et c'était probablement très novateur et complètement adapté à l'époque. Plus de 200 ans après, notre système évolue très lentement en fait. C'est pas qu'il n'a pas changé du tout, il y a beaucoup plus de gens qui font des études, etc. Mais par exemple, l'école polytechnique qui a été créée et l'école normale qui ont été créées à cette époque-là, la taille de leurs effectifs, elle a quasiment pas bougé depuis un siècle, alors que le nombre de Français qui ont le bac a été multiplié par au moins 80 entre-temps. Oui, donc les institutions, énormément d'institutions qui n'ont pas bougé, je pense. On prend l'institution le mode de fonctionnement politique américain ou nos départements, il y a plein de choses là qui voilà, donc on fait pas bouger ça. Mais comme ces lieux sont des lieux où on forme les élites, eh bien, tant qu'on n'aura pas changé le système éducatif, je suis pas sûr qu'on saura facilement faire changer le système de méritocratie, parce que dans méritocratie, il y a cratie. D'accord? Donc il n'y a pas simplement le mérite et l'école, il y a aussi le pouvoir et la politique. Et donc on est dans un système où on nous a fait croire pendant longtemps que ceux qui avaient fait plus d'études que les autres méritaient de décider pour les autres. Si vous êtes major à l'ENA, alors vous méritez peut-être d'être président de la République. C'est grosso modo le modèle sur lequel on est. Si vous avez fait en plus Polytechnique et Normal Sup, c'est un bonus. Donc voilà, c'est à peu près quand on regarde les parcours de nos décideurs, ça ressemble beaucoup à ça. Mais malheureusement, ça suffit plus. D'abord parce que les Français sont plus essentiellement des analphabètes comme ils l'étaient au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ils ont en grande majorité le bac et plus. Il y a autant de Français qui ont un doctorat aujourd'hui que de Français qui avaient le bac du temps de mon grand-père. Donc on voit bien qu'il y a une accélération de la formation qui est très importante. Donc on est un pays de gens intelligents, éduqués, qui a accès à l'information. Et donc on ne pilote pas un pays où l'information voyage à la vitesse d'un cheval, et comme on pilote un pays où elle bouge à la vitesse d'un clic. Donc il faut absolument transformer ce genre de choses. Et c'est vrai que nos systèmes politiques n'ont pas évolué à la bonne vitesse. Et notre capacité à penser ensemble, travailler ensemble, apprendre ensemble et décider ensemble, elle est à repenser. Si on regarde au niveau politique, en fait, Athènes crée simultanément la démocratie pour au moins certains, puisque les femmes et les esclaves ne votaient évidemment pas, et les non-citoyens ne votaient pas. Mais il y avait dans l'agora à la fois la naissance de la démocratie, mais aussi des échanges de biens, parce que c'était un marché, et des échanges d'idées. Et donc, encore aujourd'hui, on parle d'une agora pour parler de ces différentes dimensions. Mais au moment où on invente les Lumières, on a à nouveau une unité de lieu, mais c'est plus la ville, c'est la nation, et c'est des lieux dans lesquels on échange des biens, dans lesquels on prend des décisions et dans lesquels on s'éduque. Aujourd'hui, c'est à l'échelle planétaire que ça se passe, mais il n'y a pas de démocratie planétaire. Il y a des échanges économiques planétaires, il y a des échanges d'idées planétaires avec des limites liées aux barrières linguistiques par exemple, et aux capacités des uns et des autres à comprendre. Et puis en plus il y a des fake news, mais ça existait déjà du temps d'Athènes, il y a simplement des variantes, et donc on a au moins autant besoin qu'hier d'esprit critique, mais on a besoin d'être capable de lier cette capacité à prendre des décisions collectives aux bonnes échelles de temps et d'espace. Et aujourd'hui,
les décisions politiques sont nationales alors que les problématiques sont mondiales. Donc forcément, les citoyens sont frustrés par le fait que les décisions locales ne suffisent pas à traiter les problèmes globaux. Et donc on a un vrai problème, et je pense qu'il faut repenser la démocratie. C'est pas le sujet sur lequel je suis le plus compétent, mais je pense qu'il y a en tout cas besoin de repenser les institutions en démocratie, la manière dont la gouvernance et les décisions se prennent. Oui. Je propose qu'on reste justement sur l'éducation, qui est un peu plus votre sujet, parce que là, il y a effectivement des enjeux qui touchent à ce système qui sont d'autres ordres. Sur l'éducation en particulier, pourquoi on peut dire que c'est si fondamental, et où on en est justement par rapport à ces enjeux au XXIe siècle autour de l'éducation, de la manière d'apprendre et même des systèmes éducatifs en général, en tout cas dans notre pays. Dès Athènes ou la Révolution française, on s'est dit que l'éducation était nécessaire pour former le citoyen. Parce que si on veut que les décisions collectives soient éclairées, il faut que chacun ait été éduqué. Donc chacun aujourd'hui a accès à de l'éducation, mais est-ce qu'on apprend les choses qui sont essentielles pour le XXIe siècle? Et c'est ça qu'on peut discuter. Ce qui s'est passé en plus, c'est que entre-temps, les machines apprennent. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les jeunes sont encore, en particulier en France, sélectionnés sur leur capacité à mémoriser et à calculer. Mais mémoriser et calculer, n'importe quelle machine fait ça mieux que vous, ou moi, ou qui que ce soit sur la planète. Et donc, ce qu'il faut, c'est développer des capacités que les machines n'ont pas. Et alors, on peut commencer à les lister. Cette liste est pas forcément facile à faire, et en plus, elle est forcément dynamique, parce que comme les machines apprennent à faire toujours de nouvelles choses, il y a probablement. Mais je pense qu'il faut apprendre à se servir des machines, mais il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Il faut apprendre à faire avec la machine des choses que ni la machine seule ni nous seuls ne saurions faire. Et donc ça, c'est probablement des choses qui seront vraies de manière dynamique et adaptables à différents contextes. Mais l'école n'en est pas tout à fait là aujourd'hui. Et en particulier, il y a un prof d'Harvard qui a bien théorisé les différentes manières d'apprendre et d'enseigner. Et assez fondamentalement, il dit qu'il y a au moins 2 dimensions, puis j'en rajouterai une 3e. La première dimension, c'est: est-ce que vous apprenez ce que vous avez choisi d'apprendre, ou ce que d'autres ont décidé que vous devez apprendre? Est-ce qu'il y a un programme et il faut le suivre, ou est-ce que chacun apprend ce qu'il veut? Donc ça, c'est la première distinction. Et suivant qu'on est enfant, adulte, on peut avoir différents points de vue sur le sujet. Et puis, il y a: est-ce que vous apprenez seul, éventuellement en compétition avec les autres, mais fondamentalement, vous êtes seul et vous n'avez pas le droit de copier, vous n'avez pas le droit de regarder ce que font les autres? Ou est-ce que vous apprenez dans un collectif dans lequel vous êtes invité à coopérer avec les autres, et ce qui compte, c'est d'apprendre tous ensemble? Donc ça, c'est 2 distinctions importantes. Il y a une 3e dimension qui est importante dans la description des manières d'apprendre. C'est: est-ce que vous apprenez des choses qui sont finies, du genre la liste des sous-préfectures, la table des multiplications ou la liste des acides aminés, ou est-ce que vous apprenez des choses qui sont de vous préparer à affronter un système ouvert et complexe, du genre comment est-ce qu'on affronte le changement climatique? C'est pas une liste finie de choses qu'il faut savoir faire. Il y a tout un tas de défis sous-jacents. Et donc, est-ce que vous êtes confronté donc typiquement notre système éducatif, c'est beaucoup vous apprenez ce qu'on vous dit d'apprendre, qui est une liste finie qu'il faut mémoriser, et vous apprenez. C'est fait pour le XXe siècle, en fait. Et c'est fait pour le XXe siècle, où le monde était suffisamment prédictible pour que ce qu'une génération a appris, si la génération suivante le sait, grosso modo, elle sera aussi adaptée que la précédente, et ça ira. Mais dans un monde qui change toujours plus vite, ça ne suffit plus. Et donc passer de mettre des jeunes en compétition les uns avec les autres pour les savoirs d'hier, ça devient contre-productif même. Ça peut être les deux, mais il faut éventuellement avoir suffisamment, et c'est là où on peut y revenir, mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'apprendre à coopérer à partir des questions d'aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et donc ça suppose éventuellement de s'appuyer sur quelques-unes des forces des générations précédentes. Et donc, je dis pas qu'il faut faire table rase du passé, parce que moi, je suis fondamentalement un chercheur, et les chercheurs savent qu'il y a de temps en temps des révolutions de paradigme dans lesquelles une bonne partie de ce qu'on croyait est à oublier. Mais assez fondamentalement, les chercheurs progressent parce qu'ils gravissent des épaules de géants. C'est une expression que Pascal et Newton et même d'autres dès le Moyen-Âge disaient, qui veut dire que pour voir loin, il faut s'appuyer sur ce que d'autres ont fait avant soi. Et donc, si vous voulez créer le monde de demain, il ne faut pas nécessairement faire table rase du passé, mais il faut interroger ce qui, dans le passé, est de plus pertinent
à conserver pour éventuellement le recombiner, rajouter des choses venues d'ailleurs ou qu'on a encore à imaginer pour faire l'évolution, c'est beaucoup de recombinaison, un remix de choses passées et de choses existantes pour construire des choses nouvelles. Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer en ce moment est tellement brutal et tellement rapide que je me pose la question de savoir ce qu'il faut garder. C'est-à-dire qu'on a des choses un système qui était pertinent il y a encore une vingtaine d'années. En tout cas, effectivement, tous nos politiques et tous nos dirigeants viennent de ce moule-là. Et aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne plus du tout et que ça nous amène potentiellement à des crises, à des catastrophes. Donc, à quelle vitesse il faut être capable de remettre ces choses-là à plat, ou est-ce qu'au contraire, il faut réinventer complètement quelque chose? Et si oui, comment on fait en fait? Donc, ce que je dis quand on doit faire une analyse critique de ce qu'on nous vient du passé pour savoir ce qu'on veut garder, c'est que par exemple, ce que je vais dire, Socrate l'avait dit en partie. Le questionnement est essentiel. Donc, il se trouve qu'on n'a pas mis le questionnement au cœur de notre système éducatif, et que même quand Socrate a essayé de le faire, il a eu quelques problèmes avec un certain nombre de gens autour de lui. Donc, en France, traditionnellement, on dit que la curiosité est un vilain défaut. C'est pourtant, ça a été montré expérimentalement, la meilleure manière de faire des citoyens éclairés capables de changer d'avis lorsqu'ils ont une information fondée scientifiquement qui leur montre que le réchauffement climatique existe alors qu'ils espéraient que ça n'existe pas jusque-là. Et donc si on veut pas, donc on a besoin de curiosité, mais cette curiosité, elle doit se travailler. Et donc comment est-ce que notre système éducatif n'encourage pas la curiosité aujourd'hui? En tout cas pas suffisamment. Et donc on a besoin, sachant que le pic de questionnement est à l'âge de 4 ans, on a besoin de le nourrir et d'aider les enfants à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique et de les aider à développer une capacité qui est innée, on le sait maintenant. Ça a été montré par Alison Gopnik à Berkeley, qui a montré que on est tous nés chercheurs et donc on a tous la capacité au questionnement, à l'expérimentation, au doute, à remettre en cause nos modèles du monde quand on voit des faits qui nous invitent à se rendre compte que nos hypothèses étaient erronées. Et c'est comme ça qu'on a tous appris à marcher, qu'on a tous appris à parler, qu'on a tous appris à faire énormément de choses qu'on a appris spontanément d'ailleurs. Il n'y a pas d'école où on apprend à marcher. Il n'y a pas d'école où on apprend à parler. Donc il y a tout un tas de choses qu'on apprend spontanément. Donc on a un cerveau qui est fait pour le questionnement et l'apprentissage. Et d'ailleurs on a du plaisir à poser des questions et à avoir des réponses à nos questions et à un enfant son premier pas, il est juste trop fier de l'avoir fait et puis même s'il tombe, il va se relever, il va recommencer, il va apprendre de ses erreurs. Je vais revenir sur cette notion de compétence qu'il faudrait développer là sur les 20 prochaines années. Certains vont dire que ça va être plus des sciences dures parce que il faut développer les mathématiques parce que la technologie nous rattrape et donc il faut arriver à la comprendre et que ceux qui apprennent à coder, par exemple, vont avoir du boulot demain, etc. D'autres disent non, au contraire, ça va être les sciences humaines ou l'art, ce que les robots ne savent pas faire ou ce que l'intelligence artificielle ne va pas savoir faire. D'autres vont dire qu'il faut tout apprendre, il faut être pluridisciplinaire et c'est la capacité à faire du lien qui va faire la différence. Comment vous voyez les choses en fait? Quelles sont les compétences qui vont devenir, qu'on continue d'apprendre aujourd'hui, qui n'ont aucun sens? Et au contraire, celle qu'il faut absolument développer. On a déjà un peu touché ça, mais je voudrais peut-être un peu plus sur le spécifique. Je pense que la capacité à résoudre collectivement des problèmes va être essentielle. Parce qu'on a des problèmes collectifs à résoudre. Et les machines, typiquement l'intelligence dite artificielle, elle est capable de optimiser à partir d'un jeu de données du passé. Et tant que le passé ressemble au futur, elle peut contribuer au futur. Mais si on a un futur radicalement différent, la machine ne va pas être capable de le penser. Donc développer son imaginaire, sa capacité à résoudre les problèmes, sa capacité à connecter des choses et à think out of the box, d'accord, la capacité à penser en dehors de la boîte et à faire du lien entre des sujets complexes. Tu vois, typiquement si on prend les 17 objectifs de développement durable, si tu optimises pour un et que tu mets en l'air la planète, ça va pas le faire. Donc il faut optimiser selon non pas une dimension, ce qu'une machine pourrait faire si elle avait suffisamment de données, mais selon des dimensions qui sont complexes et mouvantes, y compris de prendre en compte les aspirations des humains et donc développer notre capacité à nous connaître nous-mêmes, nos capacités à comprendre l'autre, nos capacités à être en relation, l'empathie, la compassion, tout un tas de compétences émotionnelles et relationnelles
qui sont pas fondamentalement au cœur du système éducatif aujourd'hui. On peut les apprendre dans un contexte scolaire ou familial ou amical, mais on est assez peu accompagné, en tout cas en France. Il y a des pays où c'est très important, il y a des heures entières dédiées à certaines de ces dimensions. C'est une autre de mes questions, justement, à quel point le système éducatif français a évolué ces dernières années, et par rapport notamment à d'autres pays qui auraient peut-être mieux adressé ces sujets-là, pour qu'on comprenne un peu le décalage qu'il peut y avoir aussi entre les nouvelles générations qu'on est en train de former et ce qu'il faudrait faire effectivement. Alors, tout un tas d'évaluations internationales nous montrent que le système français est beaucoup moins performant qu'il l'a cru. Parce que les élites ont toujours pensé que, comme ils étaient les élites, et que le système avait dit qu'ils étaient les meilleurs, c'était le meilleur des systèmes. Mais apparemment, c'est pas les bons critères pour. C'est pas forcément les bons critères. Et en particulier, on a le système qui est le plus inégalitaire. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, il y a un consensus qui émerge autour de ça, et donc il faut repenser les choses. Et quand on regarde d'autres systèmes qui sont transformés, qui éventuellement ressemblaient aux nôtres, parce que tous les systèmes hérités du 19e siècle, c'est-à-dire quasiment tous, se sont remis en cause tôt ou tard et ont commencé à se transformer. Donc ceux qui se sont transformés les premiers et qui sont devenus les premiers de la classe au sens du classement de PISA de l'OCDE sont typiquement, il y en a un par pays, un par continent. On peut prendre Singapour pour l'Asie, la Finlande pour l'Europe et le Canada pour l'Amérique. Ils font à peu près tous les trois la même chose, alors que c'est des cultures fondamentalement différentes. Mais ils font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une logique de contrôle à une logique de confiance. Et donc la confiance, c'est pas simplement l'école de la confiance, comme même si on a voté une loi sur l'école de la confiance en France, c'est une école dans laquelle à tous les étages on fait confiance. Donc c'est pas simplement que le prof doit faire confiance à l'élève, mais la direction de l'école doit faire confiance à l'enseignant, les parents doivent faire confiance à l'école, les inspecteurs ont été supprimés et sont devenus des accompagnateurs, des mentors qui font confiance et qui sont pas là pour noter, juger, éventuellement sanctionner, mais qui sont là pour permettre à l'enseignant de se développer professionnellement et personnellement pour relever les défis qui sont les siens et ceux de ses élèves. Donc cette logique de contrôle, la logique de confiance, je pense que c'est un des aspects très importants. Et c'est aussi des systèmes éducatifs dans lesquels on est passé de la compétition à la coopération. Donc il y a plus de compétition, disons, à Singapour qu'en Finlande, mais même dans la logique très confucéenne et très compétitive asiatique, Singapour a plus développé la coopération que ses voisins, et c'est comme ça qu'ils essayent de dire l'intelligence collective et le capital humain est ce qui fait la différence entre Singapour et ses voisins. Qu'est-ce qui fait que certains systèmes ont réussi à se remettre en question et évoluer plus vite que d'autres? C'est qu'au départ, ils étaient déjà dans cette logique de remise en question curiosité d'apprentissage, ou il y a des événements où alors ils étaient moins avancés, moins fermés dans leur système. La Finlande, comme Singapour, était soumis à des voisins pas forcément toujours bienveillants à leur égard. Et donc ils se sont dit et comme en plus ils n'ont pas de ressources, de type pétrole ou autre, ils avaient que le cerveau de leur population pour faire face à leurs défis environnementaux mais aussi géopolitiques. Et donc ils ont beaucoup investi dans le capital humain et ils ont fondamentalement investi dans leurs écoles et dans leur transformation. Ouais, mais si je me fais l'avocat du diable, nous on n'a pas de pétrole non plus et on a un des plus gros budgets de l'éducation nationale de l'OCDE, si je ne me trompe pas. Oui, mais on n'a pas de budget de R&D. Alors que on a de la R&D dans à peu près tous les secteurs d'activité sur lesquels l'industrie française peut être fière d'avoir, je sais pas quoi, des trains, des avions, des fusées ou des ponts, etc. Mais on a de la R&D dans la médecine, on a de la R&D dans à peu près évidemment dans la défense et dans plein de secteurs. On n'a pas de R&D dans l'éducation. Et si vous n'avez pas de R&D, vous pouvez pas évoluer. Et on n'a ni R&D ni formation continue. Et donc les enseignants. Donc structurellement, on n'est pas capable d'évoluer. D'accord. Bon, c'est rassurant. Et en plus, on a un système hiérarchique qui favorise pas spécialement l'innovation ascendante, qui est le troisième moteur avec la R&D ça bouge un petit et la peu formation. Ou pas du tout. Il vient d'y avoir un conseil scientifique créé à l'éducation nationale, mais il vient d'être créé et il a fondamentalement pas de budget. Il n'a pas d'équivalent de l'INSERM ou du CNRS pour accompagner l'éducation nationale. Après, on pourrait regarder ce qui se passe à Singapour ou en Finlande et l'appliquer. Exactement. Mais donc moi je travaille avec à la fois des Singapouriens et des gens en Finlande, mais par exemple à Singapour, quand vous êtes promu dans le système éducatif, on vous envoie voir à l'étranger ce qui se passe. Ici, c'est pas du tout le cas. En tant qu'adulte,
quel serait le travail à faire? Là, vous avez cité un certain nombre de compétences, mais de manière concrète, comment, puisqu'on est né dans ce système qui est en train d'exploser doucement ou de devenir plus tellement pertinent, comment on fait pour sortir de là, sachant qu'on est né dedans? Et comment on fait pour trouver sa voie dans ce monde qui change? Je pense que c'est ce que j'ai appris de ma mère. On démonte le mouvement en avançant. C'est-à-dire que, en fait, il faut s'interroger sur les progrès qu'on a déjà faits. Et on a tous fait des progrès un jour ou l'autre. On s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait des formes d'aveuglement cognitif. On croyait que le monde était comme ci, puis en fait on s'est rendu compte que non, on était persuadé qu'on avait toujours raison, et puis en fait on s'est rendu compte que si on était capable d'écouter les autres, on progressait. Voilà, on a tous des formes d'aveuglement à un moment donné ou à un autre. Et si on est capable de revenir sur les progrès qu'on a faits et de les célébrer. On peut d'abord célébrer le fait qu'on a su avancer, et puis célébrer ceux qui nous ont aidés à avancer. Donc on a peut-être eu quelqu'un dans sa famille, ou quelqu'un dans son monde professionnel, ou quelqu'un dans la vie associative, ou à l'école, ou à l'université. On a pu à un moment donné avoir un déclic. Le célébrer, c'est en soi important. Et puis on célèbre ceux qui nous ont permis d'apprendre et les contextes qu'on a appris. Une fois qu'on a fait ça, et donc nous on est en train de proposer de le faire sous une forme d'un festival de la planète apprenante, c'est-à-dire un festival où on peut tous célébrer simultanément ce qu'on a appris. C'est quoi? C'est célébrer la dynamique de changement? C'est ça. Et à partir de là, une fois que tu as compris que tu avais déjà avancé, tu peux reprendre, il y a un joli proverbe chinois qui dit que tous les grands voyages ont commencé par un premier pas. Mais si tu as pris conscience que tu avais déjà fait au moins un premier pas, et voire plusieurs, tu peux t'interroger sur quels sont les pas que tu voudrais faire dans l'année à venir. Et si tu partages avec des techniques digitales tes apprentissages et tes voisins font la même chose, et bien ce que tu veux apprendre l'année prochaine, peut-être que ta voisine l'a appris l'année dernière. Et à ce moment-là, tu peux être mis en contact avec ta voisine, et à vous deux, vous allez pouvoir apprendre les uns des autres, faire du réseau, créer ce qu'on appelle des communautés apprenantes dans lesquelles on partage nos apprentissages et on progresse tous ensemble. Et tu peux le faire à une échelle locale, tu peux le faire à une échelle nationale, tu peux le faire à une échelle globale. Et donc voilà, c'est ce genre de choses où si on se rend compte que on n'est pas fixiste, hein, si tu penses que le monde est fixé et que toi tu changes pas et que tu t'accroches à ton rocher, ça marche pas parce que le monde change trop vite. Mais si tu te rends compte que toi-même tu es en mouvement et que tu peux contribuer à penser le mouvement et éventuellement à proposer de nouvelles choses. Peut-être que tu as compris que tu n'étais pas un spectateur passif des changements du monde, mais que tu peux être un acteur et un auteur du monde de demain. Et donc, tu peux, par exemple, on peut célébrer individuellement, on peut célébrer collectivement. Qu'est-ce qu'on a appris en tant que collectif, en tant que famille, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant qu'association, en tant que quartier, en tant que ville ou pays. On a appris, par exemple, à faire face à ce qui s'est passé à Charlie, collectivement. Et ça a été un moment très surprenant, mais on est tous, ou beaucoup d'entre nous en tout cas, descendus dans la rue simultanément. Il y a bien eu une émotion collective qui, en l'occurrence, a donné plutôt naissance à de l'intelligence collective au sens de la communion et de la volonté de défendre un certain nombre de valeurs. Je voudrais revenir sur l'aspect systémique en fait, et sur ce qui est fermé, notamment du côté de ceux qui nous dirigent et prennent une décision, parce qu'on a besoin d'accélérer. Cette dynamique de changement se crée comment? Encore une fois, j'ai l'impression qu'on a énormément de blocages structurels, mais aussi dans les consciences, et en particulier donc de ceux qui ont bénéficié, qui ont été formés dans ce moule-là et qui n'ont aucune raison de changer parce que ça leur réussit. Quelle est la dynamique à créer pour que ça bouge à ce niveau-là? C'est quoi? Ça vient du bas, il faut montrer l'exemple par le bas. Il y a ça vient dans le système éducatif qu'il faut fondamentalement réformer, comme une tentative de réforme de l'ENA, je crois, qui est en train de se faire. C'est comment on fait pour aller plus vite, en fait, sur l'information, sachant aussi que, et je finis aussi peut-être en digressant, il y a des défis qui sont de plus en plus grands, qui sont le fait que on va de plus en plus déléguer des décisions à nos intelligences artificielles, donc ça va pas dans le sens du développement de l'esprit critique, qu'on est de plus en plus happé par l'information permanente, pareil, ça va pas forcément aussi paradoxalement développer la curiosité, notre capacité d'analyse. On a beaucoup de défis en fait par rapport à ça, donc ouais, je pense qu'il faut je vais décrire un des projets éducatifs qu'on a et je vais essayer de montrer qu'on peut le décliner à peu près à tous les âges. Mais se dire qu'il marche pour les petits, c'est assez illustratif. Donc nous, on a développé
au cri des méthodes d'apprentissage par la recherche qu'on a déclinées à tous les âges. Mais pour les plus jeunes, on appelle ça les saventuriers. Et donc les saventuriers, c'est un programme dans lequel on invite les classes à être mises en relation avec un chercheur qui devient mentor de la classe. Et donc on part du questionnement enfantin et le mentor les aide à développer un questionnement scientifique. Et les élèves contribuent à choisir leur projet, mais ils apprennent tout un tas de choses. Parmi les choses qu'ils apprennent, ils apprennent à questionner le monde, ils apprennent à expérimenter, ils apprennent à faire des hypothèses, ils apprennent à les tester, ils apprennent à regarder ce que d'autres ont fait avant eux, ils apprennent à raconter ce qu'ils ont fait, ils apprennent à fonctionner dans un écosystème de connaissances dans lequel ils sont pas simplement des consommateurs passifs, mais des acteurs et des auteurs. Et ça fonctionne de 4 ans à 18 ans pour le programme Saventurier. Et nous, on a fait la même chose au niveau licence, master et doctorat dans le cadre de l'Université de Paris où on délivre un certain nombre de diplômes. Et on l'a fait en formation continue, etc. Donc si on est tous nés chercheurs et qu'on peut tous bénéficier de collectifs de recherche qui nous aident à apprendre, c'est le cas de patients par exemple. Il y a des patients qui sont impatients et qui veulent faire progresser la recherche biomédicale pour qu'elle prenne mieux en compte tout un tas de problématiques qu'ils connaissent mieux que leurs propres médecins par certains côtés, mais ils peuvent collaborer dans des approches interdisciplinaires et dans lesquelles on intègre différentes dimensions intersectorielles, etc. Ils arrivent à faire des choses ensemble que peut-être que les médecins seuls ou les patients seuls n'auraient pas été capables de faire. Et nous, c'est la même chose. Entre les enfants et les chercheurs et les enseignants peuvent naître des projets que les chercheurs n'auraient pas fait seuls et que les enfants n'auraient pas fait seuls et que les enseignants n'auraient pas fait seuls. Donc cette capacité à comprendre que collectivement, on est capable de faire ensemble des choses qu'aucun d'entre nous ne saurait faire seul, je pense qu'elle est essentielle. Et comme c'est vrai à tous les niveaux, si on formait nos décideurs à penser comme ça, je pense que ça les aiderait parce que eux-mêmes sont confrontés à des problèmes dont ils n'ont pas la solution aujourd'hui. Dans le monde d'hier, le décideur parfait avait une information parfaite et comme il était hyper intelligent, il était capable de prendre la décision parfaite. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une illusion de penser comme ça. Et donc, il faut évidemment mobiliser l'intelligence collective et prendre de la décision collective. Donc, le grand débat va dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'il y a un début de prise de conscience. Est-ce qu'on a les bonnes méthodes pour animer des grands débats? Est-ce que c'est de la récupération politique? Est-ce que c'est réellement la meilleure méthode? On a besoin de faire de la recherche sur ces nouvelles manières de prendre des décisions collectives et d'animer de l'intelligence collective. Mais on a besoin de repenser ces systèmes et avec de l'humilité, en disant, en fait, on est confronté à un problème dont on ne connaît pas la solution, mais tous ensemble, si on est d'accord pour dire qu'on a un problème et que on va expérimenter à petite échelle des choses, et si ça marche, on continuera à le développer, et si ça marche pas, on le fera évoluer. C'est ça qui, je pense que cette logique de recherche, pendant longtemps, on a cru que il fallait être Esther Duflo ou Cédric Villani pour être le chercheur qui a le droit de penser pour les autres. Non, aujourd'hui, ces grands penseurs savent très bien qu'eux-mêmes, ils ont bénéficié de tout un tas de collectifs qui les ont aidés à faire avancer leur recherche. Une question qui est assez personnelle pour moi en ce moment, celle de l'éducation des enfants, de jeunes filles. Je vois les limites justement du système éducatif actuel, en tout cas dans notre pays. Et donc ça me donne envie aussi d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller sur de l'éducation alternative. Et en même temps, je veux pas que mes enfants soient décalés par rapport aux autres du fait de ne pas faire partie du même système. On fait comment, en fait? C'est compliqué. Moi, mes enfants ont 19 et 21 ans aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années au moins que je m'interroge sur ces sujets. Donc, ils ont eu le droit à pas mal de discussions à la maison et un certain nombre d'expériences qui étaient peut-être assez avant-gardistes pour leur génération. Néanmoins, ils sont allés dans un système scolaire très classique, dans l'école publique du quartier, et puis ensuite dans un certain nombre de choses que d'autres ont pu faire avant eux et qui sont très classiques. Mais je pense qu'en fait, ils sont quelque part bilingues. Bon, par ailleurs, leur mère est chinoise, donc ils sont bilingues entre le français et le chinois. Mais en fait, ils sont biculturels au sens où ils sont capables de s'adapter à un système classique où il y a les contraintes que tout le monde connaît. Et ils sont capables d'être créatifs, innovants, de travailler en coopérant avec d'autres pour faire des choses intéressantes. Ils ont vu les deux. Et donc, ils sont flexibles par rapport à ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ça. Si on veut à la fois les préparer au monde de demain et s'assurer que
qu'aujourd'hui soient dans des environnements qui correspondent à ce qui existe, il faut leur offrir les deux autant qu'on en sera capable. On peut aussi souhaiter faire changer le système éducatif plus vite et le faire basculer le plus vite possible dans quelque chose qui serait plus utile. Moi, j'œuvre dans ce sens-là, mais ou aller en Finlande. Moi, j'ai mis 15 ans en une quinzaine d'années, on a un peu fait grandir le cri, mais on n'a pas. Je peux pas prétendre avoir changé le système éducatif à la vitesse qu'il fallait pour que mes enfants puissent bénéficier de quelque chose de radicalement différent. Donc je me bats au moins pour les générations suivantes ou mes petits-enfants, je sais pas, mais fondamentalement, je pense qu'on a besoin, et je pense que toujours plus de gens se rendent compte, que le système éducatif était très bien tant que le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui et le monde de demain est à peu près le même, mais que dans cette transformation accélérée, plus personne ne sait à quoi ressemblera le monde de demain, et donc il faut développer en particulier l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à faire face à des problèmes nouveaux, et donc apprendre à coopérer, apprendre à vivre ensemble. Quoi qu'il arrive, on en aura besoin. Qu'est-ce qui t'inquiète qu'est-ce qui te donne espoir sur les 20 prochaines années? C'est une question très large, c'est un peu une question on va vers la conclusion. Ce qui m'inquiète pour commencer, c'est le repliement égoïste et le fait qu'on a aujourd'hui de quoi détruire l'humanité plusieurs fois. On l'a par le nucléaire, qui à lui tout seul peut mettre en l'air la planète plein de fois, mais on l'a par le défi du climat, on l'a par l'intelligence artificielle qui pourrait être hors de contrôle, les robots tueurs, enfin il y a tout un tas de scénarios apocalyptiques, et d'ailleurs la science-fiction en fait ses choux gras, donc voilà, tout ça, ça peut nous inquiéter, et fondamentalement, je pense que tant qu'on remettra pas l'éthique au centre, et ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité à penser éthique diminue avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. Ça a été montré dans les écoles où on mesure ce truc, comme on ne le mesure pas en France, évidemment, tout va bien. Chez nous, la capacité à penser l'empathie tendance à diminuer avec le nombre d'années de médecine. Et la tendance à penser la coopération diminue avec le nombre d'années passées dans les écoles de commerce. Et donc on voit bien la manière dont on forme nos élites aboutit à des gens qui manquent de capacité à coopérer, de capacité à l'empathie ou de capacité à l'éthique. Donc évidemment ça pose problème. Donc on a vraiment besoin de transformer ça et de mettre. Et là aussi il y a un côté back to the future au sens où Aristote avait déjà compris ça. Il avait dit il y a 3 formes de connaissance: épistémé, techné et phronésis. Donc épistémé c'était la connaissance du monde, ça a donné la science et ça a bien progressé depuis son temps. Techné c'était la technologie, ça a cru exponentiellement depuis ce moment-là. Et phronésis c'était l'éthique de l'action. Mais tout le monde a oublié. Et personne n'enseigne l'éthique de l'action. À l'école, quand c'est qu'on vous l'a appris? Le mot phronésis, c'est peut-être la première fois que vos éditeurs l'entendent. Donc c'est quand même assez particulier. Donc je pense qu'il faut remettre l'éthique de l'action au cœur du système éducatif si on veut éviter les dérives que je viens de citer. Donc qu'est-ce qui me rend optimiste? C'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience du fait que notre modèle ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut essayer autre chose, et que la plupart de ceux qui veulent œuvrer pour le bien se rendent compte qu'ils ont besoin de s'unir pour créer quelque chose collectivement qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Et ce qui irrite un certain nombre de gens, mais Greta, elle a commencé toute seule et elle a des millions de jeunes qui la suivent. Et ce qui est fascinant dans cette génération, c'est que c'est la première génération qui manifeste au nom de la science. On a pu les uns et les autres manifester pour d'autres raisons préalablement, mais là, ils comprennent les enjeux, ils comprennent que les scientifiques ont compris les enjeux, ils sont capables et Greta est capable de le faire, de lire le rapport et d'être capable de dire des choses intelligentes dessus, et ils manifestent au nom de la science. Et quand on a reproché à Greta d'être reçue au Parlement, on a dit mais les scientifiques devraient y aller, et Valérie Masson-Delmotte, qui est la plus grande chercheuse qu'on ait sur le sujet en France, elle a dit mais moi on m'a jamais invité. On m'a invité que parce que Greta était là. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'hypocrisie chez un certain nombre de gens quand ils s'énervent sur Greta, c'est que en fait ils veulent pas écouter le discours quel qu'il soit, et ce qui les irrite c'est qu'on l'écoute elle. Donc mais on aurait pu écouter les scientifiques aussi, ça aurait été très bien. Mais si on les écoute et comme ils disent la même chose, il y a des choses à faire. Donc cette capacité à se mobiliser collectivement me paraît essentielle. Et encore une fois, nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'Université de Paris, avec tout un tas de partenaires
la ville de Paris, entre autres, et beaucoup de chercheurs et de citoyens engagés, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on crée des lieux de co-construction, de rencontres et de co-élaboration entre cette jeunesse, les chercheurs, comment est-ce qu'on apprend à se parler, comment est-ce qu'on apprend à créer ensemble des projets, comment est-ce qu'on apprend à faire face aux défis. Et donc cette capacité à mobiliser l'intelligence collective venant de mondes très différents et de générations très différentes pour essayer d'inventer des solutions, moi c'est ce à quoi je crois le plus, parce que je crois qu'on a besoin non pas de moins d'intelligence, on n'a pas besoin de casser les machines pour éviter l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a besoin de penser la coévolution de l'intelligence des hommes et des machines, ou des humains et des machines, et des individus et des collectifs. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. On a des masters, des écoles doctorales dans lesquelles on forme les étudiants qui veulent travailler aux interfaces entre ces disciplines qui pensent le cerveau, celles qui pensent la machine, celles qui pensent l'individu, celles qui pensent le collectif, celles qui pensent ces dynamiques apprenantes de l'individu au collectif à la planète apprenante. Et je pense qu'il y a enfin moi je me sens mélioriste. Donc je sais pas si c'est ni optimiste ni pessimiste. Un mélioriste, c'est celui qui fait ce qu'il peut pour améliorer les choses. Donc c'est un peu la fable du colibri. Je sais pas si on terminera là-dessus, mais voilà, avec sa petite goutte d'eau, il vient essayer de la déposer sur l'incendie. On lui dit que ça servira pas forcément à grand-chose. Il dit mais au moins j'aurais fait ma part. Et si chacun d'entre nous fait sa part, et si chacun d'entre nous dépose une petite goutte d'eau sur une allumette avant qu'elle ne donne le feu à des choses plus grandes, on peut éviter bien des incendies. Et si collectivement on s'attaque aux problèmes les plus importants, on a une chance d'arriver à éteindre toujours plus d'incendies et de prendre soin de chacun, des autres et de la planète simultanément. Pour finir, juste 1 ou 2 livres qu'il faut absolument avoir lus pour penser le monde actuel ou le monde qui vient, ou tout simplement 1 ou 2 livres que tu as aimé dernièrement. Ouais, donc il y a plein de livres. Oui, c'est difficile d'en choisir qu'un ou deux. Un de ceux qui m'a marqué cet été, c'est Earth Emotions d'Albrecht. C'est un livre où en tant que philosophe, il a essayé de comprendre non seulement les émotions intimes qu'on a sur nous et dans nos relations aux autres, mais sur nous et notre relation à la planète et à l'environnement. Et il a inventé un mot qui est le mot de solastalgie, qui est la nostalgie qu'on a lorsqu'on n'est jamais parti de chez soi parce que l'environnement n'est plus ce qu'il était. Et donc quand tu habites près d'un glacier et qu'il a fondu, quand tu habites près d'une jolie plage et qu'elle est pleine de plastique, quand tu habites près d'une rivière et qu'elle est polluée, tu habites près d'une forêt et qu'elle a brûlé, tu habites près d'un endroit qui était très bucolique et aujourd'hui il y a une mine à ciel ouvert, t'as pas exactement la même sensation d'apaisement que tu avais en regardant le paysage précédent. Et donc ce qui peut devenir une détresse, il l'a bien décrit, et je pense qu'il faut partir de ces émotions, être capable de les exprimer, éventuellement de les nommer, c'est ce qu'il a commencé à faire, et d'être capable de passer de l'émotion individuelle à l'émotion collective, et puis à la réflexion individuelle et la réflexion collective, et éventuellement à l'action individuelle et à l'action collective. Et je pense qu'on a besoin de savoir ce qui nous touche. Et cette capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète, je crois qu'il l'articule assez bien, mais il l'articule de manière assez philosophique encore. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, des projets de sciences citoyennes sur quelles émotions j'ai? Si on a tous la même émotion face à une plage qui est polluée, et ben peut-être qu'on peut tous se regrouper ensemble le week-end prochain et nettoyer la plage, et on se sentira tous mieux. Et on aura fait du bien à la plage, on sera fait du bien à nous-mêmes, et on sera fiers individuellement et collectivement de ce qu'on a accompli. Donc je pense qu'il y a des choses de ce genre à travailler, et je pense qu'il faut aussi travailler avec des auteurs de science-fiction, par exemple. J'aime beaucoup la science-fiction, et je pense que la science-fiction est souvent une manière d'explorer le monde de demain, et éventuellement, je pense que les plus belles histoires sont encore à écrire. Et moi, ce que j'aimerais peut-être pour finir, c'est inviter les auditeurs à écrire des science-fiction positives, parce qu'il y a beaucoup de dystopie
Moi, j'aimerais donner un défi qui serait celui des lettres persanes à l'heure planétaire, c'est-à-dire au lieu d'inventer une île comme Thomas More pour penser une utopie, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'île qui puisse s'en sortir dans une planète qui va pas bien. Par contre, on sait entre-temps qu'on a autant de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre et même plus. Et donc on peut tous choisir une planète et inventer une utopie sur cette planète. Et une fois qu'on l'a fait, dans la mode lettre persane, on peut revenir et se dire mais il y a une utopie possible. Comment est-ce qu'à partir de là où on est, on peut faire un chemin vers cette utopie? Et si il n'y avait pas une utopie, mais des milliers, des millions d'utopies, et qu'on soit capable de commencer à voter pour ces différentes utopies, on pourrait se dire bah tiens, il y en a qui sont plus attractives que d'autres, et peut-être que ça vaut la peine d'essayer de la construire, parce que beaucoup de choses qui paraissaient utopiques par le passé, hein, que ce soit la sécurité sociale, la démocratie, la paix ou arrêter les maladies, sont devenus des réalités dans bien des endroits. C'est pas encore parfait partout, mais on a quand même progressé dans ces dimensions. Et donc je pense qu'on a besoin de se créer collectivement des scénarios utopiques. Donc pour moi, ce qui serait très intéressant, c'est de s'inventer des destins collectifs, et donc fondamentalement ces histoires, à mon avis, elles sont à écrire. De donner un horizon qui fasse envie. Ouais, un dernier bouquin peut-être pour finir que j'ai lu cet été qui m'a marqué. C'est le livre du voyage de Werber. Et je sais pas si tu as lu ce livre, mais c'est assez intéressant en fait. Tous les livres font appel à ton imagination, mais là il le fait de manière explicite. Et il te dit imagine ta maison. Et c'est la maison de tes rêves, donc c'est pas ta maison telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ta maison avec autant de pièces que tu le voudras, avec autant d'œuvres d'art à l'intérieur, avec autant de livres, avec et après invite qui tu veux dedans, etc. Donc, et il t'invite à un voyage intérieur de facto, et un voyage dans ton imaginaire et dans tes espoirs et tes rêves, et c'est quoi ton symbole, c'est quoi ton arme, c'est quoi, etc. Et je trouve que c'est un livre assez intéressant, au moins autant dans sa modalité que dans son récit particulier. Et donc, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait avoir plus de récits de voyage pour développer justement notre imaginaire, et on pourrait faire une espèce de science participative de ces imaginaires individuels et collectifs, et arriver à se rendre compte que finalement, il y a beaucoup plus de choses au fond de nous que ce qu'on veut bien admettre quand on se fait bombarder d'informations et de manipulations. Mais si on prend le temps de se reconstruire individuellement et collectivement, je pense qu'on a des chances de faire des choses très intéressantes. Merci beaucoup, François. Merci.